Bonjour François. Bonjour Aurélie. Hey, merci de prendre le temps de faire cette petite vidéo avec moi pour justement expliquer les thèses parce que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la crédibilité des tests et étant donné ton background scientifique et ton expérience professionnelle, bah, je trouvais hyper intéressant que tu puisses bah, nous partager justement pourquoi est-ce que les tests sont fiables et surtout de nous expliquer bah, c'est quoi un peu le processus par rapport à toute ta compréhension. Donc, bah, dans un premier temps, est-ce que tu veux bien nous partager ton parcours professionnel et scientifique? Bien sûr, avec joie. En fait, j'ai commencé ma formation avec un baccalauréat en microbiologie. Donc, c'est le premier cycle universitaire au Québec. Ensuite de ça, j'ai amorcé une maîtrise en biologie moléculaire où j'ai par la suite travaillé pendant 1 an et demi comme assistant de recherche dans un laboratoire de recherche. Après quoi, décidé d'amorcer un doctorat que j'ai amorcé en biotechnologie. J'ai fait plusieurs années dans mon doctorat, puis en fait, pendant mon doctorat, j'ai cofondé une entreprise qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle Feldan Thérapeutique. Donc, j'ai co-développé Feldan de 2005, de 2007 à 2015. Puis à la suite de ça, je suis allé prendre la direction dans un groupe de recherche dans une banque de sang au Canada. Et puis donc j'ai occupé différents postes de gestion du côté de la recherche euh, dans cette banque de sang-là. Et puis suite à ça, j'ai pris la direction générale d'un centre de recherche depuis 2021. Euh, et dans ma carrière, surtout pendant la période de FEDAN, la période de la banque de sang, euh, j'ai j'ai été très proche du milieu réglementaire où on fait des tests, où on doit démontrer la validité des tests. Donc, c'est tout ça qu'on va aborder aujourd'hui dans cette courte capsule, là. Mais voilà, donc, j'ai goûté à beaucoup d'analytique et de démonstration dans un contexte biopharmaceutique de ce que ça veut dire de faire un test, de valider un test, de fabriquer un produit, de valider le processus, le procédé de fabrication du produit, etc. Et de tout déposer, de faire tous les dépôts requis aux agences réglementaires pour éventuellement démarrer des études cliniques. Bah écoute, un gros merci. Ça permet justement de voir un peu ton bagage et de voir aussi pourquoi est-ce que tu as la compréhension et la pertinence de faire cette capsule. Donc, bah écoute, je vais te laisser aller pour que tu puisses nous expliquer justement bah, en fait, le processus de DBS. Donc, je vais te laisser expliquer tout ça parce que je trouve que c'est super intéressant parce que beaucoup de gens, comme je disais au départ, se posent la question pour voir la validité des tests, se posent la question aussi la différence entre le sérum de sang versus euh, les tests au niveau cellulaire, des membranes cellulaires. Donc, je pense que de faire cette capsule, ça va aider beaucoup de gens à comprendre, dans le fond, les tests et pourquoi c'est vraiment pertinent de le faire au niveau de la membrane cellulaire versus au niveau du sang. Donc, je te laisse aller. Ben, merci. En fait, d'entrée de jeu, je vais donner quelques définitions. Donc, quand je parle de DBS, en fait, c'est un acronyme anglophone pour Dried Blood Spot, qui veut dire tache de sang séchée, si tu veux. Donc, quand je parle de DBS, en fait, c'est le fait d'appliquer une goutte de sang sur une membrane, sur un carton, et puis de le laisser sécher à l'air avant de processer l'échantillon. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi les analyses sur sang séché peuvent être aussi fiables qu'une analyse de sang liquide telle que vous la connaissez probablement avec une prise de sang quand on va se faire une prise de sang suite à une prescription du médecin. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous mentionner que les DBS, en fait, c'est une technologie qui a été prouvée, là. Ça fait plus que 50 ans que les DBS sont utilisés en dépistage néonatal pour plusieurs maladies génétiques. Donc, tous les nouveau-nés, en tout cas, je ne le sais pas ailleurs dans le monde, mais tous les nouveau-nés du Québec se font piquer sur le talon pour aller envoyer des gouttes de sang sur justement des gouttes de sang séchées pour aller au dépistage sur plusieurs maladies génétiques. Donc, voilà. Et c'est un standard qui est international pour des millions d'échantillons chaque année.
Donc, c'est pas une technologie qui est récente, c'est peu connu parce que souvent on est beaucoup plus habitué à ce qui vient du système médical sur des prises de sang veineux dans des tubes qui partent dans les laboratoires après. Mais by the way, il y a plusieurs analyses de laboratoire qui se font sur du sang séché de toute façon. Donc, ils prennent le sang dans le tube et ils le mettent sur des blottes pour traiter l'échantillon avant de l'envoyer à l'analyse. Donc même si vous le voyez pas, des fois ça se fait quand même dans le laboratoire. Qu'est-ce qui fait un test est fiable? C'est la validation, c'est pas le type d'échantillon. Puis en fait, une validation, ce que ça veut dire, c'est que à travers une validation, on fait la démonstration que ce qu'on mesure, c'est fiable, que ça a une signification. Et on regarde justement différents points, comme par exemple l'exactitude, la précision, la linéarité du test, les limites de détection, la robustesse. On va repasser chacun de ces critères-là très brièvement, juste pour que je vous donne un aperçu de ce que ça veut dire. Mais que ce soit une analyse sur du sang séché, du sang liquide ou n'importe quel autre type d'analyse, en fait, ce sont toujours les mêmes critères qui vont démontrer si une analyse est fiable ou pas. Donc, la fiabilité, en fait, on en a un exemple ici. Donc, si vous regardez les cibles qui sont à bas à droite dans la diapo qui est projetée présentement, quand on parle d'exactitude et de précision, ok, si on est en haut à gauche, là, on a une exactitude qui est faible et une précision qui est faible. Donc, on voit que les picots noirs sont répartis un peu partout sur la cible, donc sans vraiment qu'il y ait une concentration ou quoi que ce soit. Quand on parle d'une précision rapide, ça veut dire qu'on est capable de grouper nos tirs vers le même endroit, donc on est précis dans la façon dont on vise. Mais la méthode nous donne un biais qui est décalé, qui fait qu'on n'a pas une bonne exactitude. Donc on n'est pas sur le centre de la cible, mais on est groupé dans un même. C'est ce qu'on appelle la précision, donc la capacité à amener nos ronds à être très proches les uns des autres pour démontrer que on est précis. L'exactitude, elle, vient au moment où on va être plus proche du centre. Donc, si on a une bonne exactitude, mais pas de précision, on va se retrouver dans le cas de figure en bas à gauche, où on a des trucs qui sont autour de notre point central, qui est où ce qu'on vise, mais il va y avoir une certaine dispersion. Puis quand on a une méthode qui est fiable, qui est exacte et précise, là, on a vraiment la concentration des picots, des points noirs au centre de notre cible. Donc là, on vient de remplir deux critères. Donc, on mesure toute cette précision-là, cette exactitude-là, pour s'assurer que finalement, ce qu'on mesure, c'est proche, c'est exact, c'est juste. Ensuite de ça, les autres points viennent dans la deuxième diapo qu'il y a ici. Donc, on parle de linéarité, de limite de détection, de robustesse. Donc, en fait, la limite de détection, c'est le minimum qu'on est capable de détecter. Généralement, puis ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du test. Donc, est-ce que ça prend peu d'échantillons ou peu de ce qu'on cherche ou beaucoup de ce qu'on cherche avant de commencer à le détecter? Puis, est-ce que cette limite de détection-là nous permet de mesurer quelque chose qui est valide au niveau biologique, par exemple? Donc, on a la limite de détection qui est le LOD sur la diapo et le LOQ qui veut Limit of Quantification, donc la limite de quantification. Donc, c'est à partir de ce point-là qu'on sait qu'on est fiable. Donc, quand on parle de linéarité, donc on voit la droite, elle est linéaire sur une certaine portion. Donc, ça veut dire que si j'analyse entre telle concentration et telle concentration, j'ai une droite, c'est fiable, c'est mesurable. Donc, on est dans notre domaine de linéarité, c'est ça qu'on cherche comme fenêtre pour aller faire notre test. Donc, on doit s'assurer que quand on reçoit un échantillon, on est dans ces deux limites-là, dans la limite de quantification et la limite supérieure de linéarité, qui va faire en sorte que ce qu'on mesure, c'est vraiment fiable. Puis ensuite de ça, quand la quantité augmente, donc c'est la portion qui est plus à droite de la courbe, on voit qu'il y a une inflexion dans la courbe, on a perdu la linéarité. Généralement, c'est parce qu'on est rendu dans le point où le test est saturé, puis il y a trop de ce qu'on cherche à mesurer, et ça vient brouiller le signal, fait qu'on peut plus analyser dans ce coin. Donc, tous ces critères-là qu'on analyse, font partie de ce qu'on doit déterminer pour démontrer si un test est fiable et valable. Et ces critères-là, ils sont identiques, autant que ce soit pour du sang séché ou du sang liquide ou toute autre méthode qui permettrait de faire une analyse
sur ce qu'on cherche. Est-ce que ça va jusque-là? As-tu des questions? Non, c'est super clair. Excellent. Ensuite de ça, dans une démonstration de validité, dans une validation, généralement, on doit faire la démonstration qu'il y a une concordance entre le DBS et le sang liquide. Donc, ce que ça veut dire, c'est ce que je mesure en sang liquide, ce que je mesure en DBS, c'est à toute fin pratique la même chose. C'est pour ça qu'on parle de corrélation généralement en haut de 0,9. C'est 0,9, là, c'est 0,9 sur 1, ça veut dire c'est 90%. La note est généralement supérieure à 90%. Donc, ce que je mesure là, puis ce que je mesure dans l'autre test, il y a vraiment une très bonne concordance entre les deux. Et puis généralement, ça va conduire à des décisions cliniques qui sont équivalentes. Donc, les résultats sont interchangeables d'une certaine façon. En fait, ce qu'on veut démontrer par ça, c'est est-ce que les résultats sont interchangeables? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Puis quelle décision on aurait à prendre par rapport à tel ou tel résultat? Donc, pourquoi on souhaite utiliser du DBS plutôt que du sang liquide? En fait, il y a plusieurs avantages à utiliser une méthode comme ça. La première, c'est qu'il y a une excellente stabilité à température ambiante. On n'a pas à gérer de chaîne de froid. Donc, imaginez si on faisait des tests comme ça d'Indiano, ou qui font littéralement des centaines de milliers de tests par année, si c'est pas des millions euh, où ils font où cette quantité de tubes-là qu'il y aurait à gérer, ça serait juste incroyable. Donc, le fait de travailler avec des plaques de carton stables, pas de chaîne de froid, donc pas de glacière à gérer, pas de transport, parce que souvent, quand tu fais un transport dans la chaîne de froid, il faut que tu démontres que tu as maintenu ta chaîne de froid de A à Z. Ça aussi, c'est important. Donc, en étant dans un DBS où on a démontré la stabilité, parce que ça aussi, ça fait partie des critères de validation, ben à ce moment-là, tu vas te retrouver avec un test qui est fiable, ou qui est stable, pardon, à température ambiante. Et puis généralement, on démontre une température de stabilité qui est donc une fourchette qui va par exemple de -30 à +40. Donc à ce moment-là, on sait que tant qu'on est dans ce range-là, ce qui est à peu près l'ensemble de ce qui est sur la planète, ben on est correct. Euh, les risques de dégradation sont donc, parce que c'est stable, ben, les risques de dégradation sont beaucoup plus faibles. Et la variabilité préanalytique, justement parce qu'on n'a pas 56 façons différentes de traiter l'échantillon, de maintenir ou pas la chaîne de froid, etc., ben, ça fait qu'on a une variabilité sur les résultats qui sortent à l'autre bout qui est beaucoup plus faible, donc des résultats qui sont plus précis et juste, comme on l'a vu plus tôt. Donc, dans tous les cas, la validation est obligatoire, surtout si on est dans un domaine réglementé comme la santé. On doit faire une validation. Donc, les laboratoires qui conduisent ce genre d'analyse-là doivent faire une démonstration, par exemple avec la corrélation DBS sans veineux, validation analytique complète avec les contrôles de qualité et les méthodes rigoureuses et standardisées. Puis, on va y revenir un petit peu plus tard sur les systèmes de qualité. Mais c'est vraiment là que tout se joue. Et en fait, le DBS, on s'en sert partout, tout le temps, dans plusieurs fonctions à travers le monde. C'est juste que la plupart des gens n'en sont pas conscients parce que c'est pas ce que eux voient ou ce qu'ils sont habitués de voir, qui sont beaucoup plus prélèvement de sang veineux dans un contexte hospitalier ou infirmier où on va faire un prélèvement de sang veineux et que les tubes partent au laboratoire. Donc, il y a des études pharmaceutiques, des suivis thérapeutiques, des échantillons de population. Tu sais, par exemple, on dit on veut étudier la population de tel pays, par exemple, ça génère beaucoup d'échantillons. On peut pas toutes les traiter en même temps. Ça prend quelque chose qui est stable, quelque chose qu'on peut étirer dans le temps. Ben, on va utiliser des technologies comme ça qui sont hyper stables pour justement nous permettre d'avoir le temps de processer les échantillons dans notre domaine où on aura démontré que et tout ce qui s'appelle aussi médecine personnalisée, qui se rapproche un peu de l'alimentation personnalisée que ce que, par exemple, Zinzino propose. Ben voilà, c'est en utilisant des technologies comme ça aussi qu'on peut le faire. Donc, c'est largement adopté. C'est pas nécessairement connu du grand public, mais c'est utilisé régulièrement Mais dans un... comme tu disais, en fait, c'est que les gens sont pas conscients parce que ils vont avoir un prélèvement, par exemple, dans un tube, et après ça, c'est à l'arrière, dans le fond, qu'ils vont mettre sur, Ouais,
Exact. Souvent, ton échantillon, il y a plein, tu sais, comme ton tube, ben souvent, ils vont vouloir enlever les globules rouges, par exemple, donc ils vont centrifuger. Donc là, tu vas te ramasser avec juste le sérum, etc., etc. Il y a plusieurs façons de traiter un échantillon pour faire une analyse par après. Ça, les gens ne sont pas conscients, là, mais on prend pas le sang, on le met dans la machine, puis ça sort. Il y a souvent plusieurs étapes préalables avant d'obtenir ton résultat. Mm. Ensuite de ça, ben, les limites sont maîtrisées. Donc, on est capable, par exemple, avec l'hématocrit, ben, on sait quelles sont les faiblesses de notre test. Et tous ces éléments-là sont intégrés dans les processus de validation. Puis quand on dépose un dossier comme ça avec une validation, là, c'est pas 3 feuilles de papier, là. C'est des bundles de papier avec plusieurs cartables qui viennent démontrer toute la validation. Déposer un enregistrement d'un produit pharmaceutique, là, c'est littéralement des caisses et des caisses et des caisses avec des centaines, des milliers, voire presque des centaines de milliers de pages de documents qui sont déposés quand on dépose un nouveau médicament, par exemple, dans une agence réglementaire comme Santé Canada. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse. On comprend même pas à quel point il y a de la paperasse en arrière de ça. Ouais. Euh, Donc, en conclusion, ben, en fait, les tests DBS s'ils sont bien validés, offrent une fiabilité équivalente à une prise de sang. Et pour plein de raisons, c'est plus robuste, c'est plus stable, ben, on les utilise beaucoup dans le monde, dont ce que fait Zinzino. Puis si je vais sur directement le test de Zinzino, qu'est-ce qui est important de vérifier dans un test comme celui de Zinzino pour se rassurer à savoir ce que c'est fiable, etc. Ben, je vous amène sur trois éléments qui sont à l'arrière du test. Si vous prenez votre boîte de test puis vous regardez à l'arrière, vous allez voir exactement ce que vous voyez là. En fait, c'est une photo que j'ai prise de l'arrière d'un des tests. Euh, il y a 3 logos, il y a 3 icônes dans ces tests-là qui sont importants pour nous quand on veut se rassurer sur la fiabilité. Donc, si je vais à la diapo suivante où je vous les explique un petit peu plus, le premier ici en haut qui est le CE, ça c'est la conformité européenne. Tout ce qui est vendu en Europe, qui est moindrement réglementé, a besoin d'avoir le sceau de conformité européenne. Donc, ce sceau-là, en fait, assure que le test respecte les exigences du règlement européen. Donc, sécurité, performance, qualité. Donc, ça veut dire que ce produit-là est officiellement autorisé sur le marché de l'Union européenne. Un élément que je vais nommer ici, qui est quand même assez important, chaque pays a ses exigences réglementaires qui sont différentes, mais on s'entend que il y a pas nécessairement de grandes variations d'un pays à l'autre. Tu sais, les standards internationaux sont relativement équivalents les uns aux autres. Donc, ce qui fait que généralement, si un produit, par exemple, est approuvé pour l'Union européenne, tu n'as pas besoin de faire nécessairement beaucoup plus de démonstrations pour pouvoir l'enregistrer, par exemple, avec la FDA aux États-Unis ou avec Santé Canada au Canada. Donc, chaque pays a ses exigences, donc tu te calques sur les plus exigeants, puis généralement ceux qui le sont un peu moins, ben passent facilement parce que on a respecté des critères qui étaient plus élevés. Donc le premier logo qui est important, c'est celui de CE qui nous indique que ce produit-là est enregistré pour le marché européen et qui est autorisé à être vendu dans le marché européen. L'autre qui est vraiment important, c'est le IVD, qui veut dire In Vitro Diagnostics, donc diagnostic in vitro. Donc ça, c'est un statut réglementaire. Donc quand on est rendu dans le IVD, là, ça veut dire qu'on a une traçabilité complète, autant du kit comme tel que de chaque lot du test. Donc on est capable de dire dans ce lot-là, dans ce numéro de lot-là, si on voit en haut à droite, là, il y a des numéros de lot qui sont là, comme là dans le fond, sur l'image, c'est le 20, 25, 01, 03. Donc ça, c'est un numéro de lot. Ça, là, ça veut dire que ce numéro de lot, là, ce numéro de lot-là, si je retourne dans la traçabilité, je suis capable de dire tous les réactifs qui sont rentrés dans la composition, le papier qui est rentré dedans, l'emballage qui est rentré dedans, l'encre qui est utilisée pour imprimer sur... Tout est validé. Tout est démontré, tout est traçable. Donc voilà, donc le IVD exige ça. Donc ça nous démontre en fait quand il y a un logo comme celui-là, ça veut dire que chaque lot est retraçable et vérifiable. Et puis finalement, l'autre qui nous intéresse, c'est le ISO 13485, qui est une norme qui est medical device, donc appareils médicaux. Donc tout ce qui touche au diagnostic in vitro entre dans le système de qualité ISO 13485, qui est une norme internationale en fait, qui nous dit que en fait, puis une norme comme ça, ce que ça fait, c'est que ça vient nous dire que tout ce qu'on fait est écrit et tout ce qu'on fait est écrit et tout ce qui est écrit est fait.
Donc, on a des procédures qui sont documentées. Donc, si ça dit prendre 20 grammes de telle poudre et le mettre dans telle Erlen meilleure, ben là, c'est là que tu vas venir. J'ai pris 20 grammes qui a été pesé sur la balance qui est validée pour dire si c'est 20 grammes, c'est vraiment 20 grammes. Il y a Joe à côté qui vient de confirmer que j'ai vraiment bien pesé 20 grammes puis qu'on a mis 20 grammes. Tout ça, là, c'est documenté. On est capable de retracer qui a travaillé sur la fabrication des tests, etc., etc. Ensuite de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les audits réguliers. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, il y a la police des règlements, si tu veux, qui est là, dont la job, c'est ce qu'on appelle l'assurance qualité, dont la job est de s'assurer que tous ceux qui ont fait qui ont fait la fabrication, qui ont fait les tests de qualité, etc., ont suivi les procédures à la lettre. Donc, on fait des audits pour s'assurer que tout ça donc, ces audits-là réguliers sont faits. C'est aussi documenté. Donc, on a encore une fois toute la démonstration qui vient en arrière. Et toute la gestion des risques aussi. Donc, quand il y a des écarts, on a un écart sur un lot, par exemple, ben, on documente l'écart. Pourquoi on a eu cet écart-là? Puis là, on peut mettre ce qu'on appelle des CAPA en place, donc des actions correctives et préventives. Donc, on corrige les problèmes qui sont survenus et on met en place les actions préventives pour s'assurer que ce problème-là, on ne le rencontre plus. Ou que si on le rencontre, on sait exactement que tant qu'on reste dans tel ou tel paramètre, le test est encore valide parce qu'on l'aura démontré et documenté. Donc voilà, ça ressemble à ça, ma chère Aurélie. Donc, pourquoi Zinzino utilise ce test-là? Ben, c'est sur du sang séché, donc c'est stable, il n'y a pas de chaîne de froid, c'est très simple d'exécution. On mesure le profil complet dans les parois des globules rouges. Donc, c'est là qu'on est capable d'aller mesurer les oméga 3 comme le PA, le DHA, mais aussi euh, plein d'autres acides gras. Donc, des oméga 6, les oméga 7, les oméga 9, les graisses saturées. Et puis, en fait, la beauté de ce test-là, c'est que ça confirme si l'organisme est venu assimiler, donc vraiment intégrer à l'intérieur des parois cellulaires les oméga qu'on consomme. Donc, si le supplément est bien absorbé, ben, ton index oméga 3 va remonter en 8 à 16 semaines selon les gens. Et s'il n'est pas assimilable, ben, ton index va rester bas malgré l'utilisation. Puis c'est souvent ça qu'on voit quand on rencontre quelqu'un qui prend des oméga 3 d'une source non assimilable pendant depuis un certain temps, comme ça a été mon cas. Ça faisait 1 an que je prenais des oméga 3, mais mon index oméga 3 était super bas dans mon premier test parce que ben je les assimilais pas. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de voir est-ce que ce que tu fais, ça fonctionne ou pas. Puis si ce que tu fais fonctionne, ben, t'en as une preuve supplémentaire. Au-delà de ce que ton corps te dit, de combien tu te sens mieux depuis que tu le prends ou pas. Voilà. Et ensuite, ben, en dernier, ben, c'est le prélèvement sur le bout du doigt. Donc, tout le monde peut faire ça à la maison. C'est pas un geste médical comme une vénipuncture. Donc, tu sais, faire un prélèvement de sang veineux, c'est un geste médical qui demande une prescription, qui demande mais quand on pique sur le bout du doigt, c'est comme si tu as envie de tester ta glycémie aujourd'hui, tu peux te rendre à la pharmacie, dire je veux acheter un glucomètre. Il n'y aura pas de prescription, ça sera pas couvert par les assurances, mais tu peux absolument acheter tout ça par toi-même pour vérifier. C'est un peu le même principe, c'est juste que là, c'est avec un test qui est fait par un laboratoire externe. Bon, bah écoute, un gros merci. Je pense que ça répond aux questions des gens qui pourraient se demander bah, est-ce que les tests sont fiables? Je pense que la réponse, elle est oui. Et là, j'avais juste enfin une petite question parce que quand on va justement sur le laboratoire Vitas qui fait l'analyse Ouais, eh bien, des tests, on voit qu'il y a plein tu sais, d'entreprises qui travaillent avec eux ou des universités. Et ouais. puis, une question que je me posais, c'était comment est-ce qu'on peut savoir que c'est réel et que dans le fond, le laboratoire ne prend pas tu sais, des exemples pour montrer, Pour enfin, se mousser, pour pour se mousser, s'auto. c'est ça. Ouais, exact. Ben, c'est une bonne question. En fait, si tu vas sur le site web du laboratoire Vitas, il y a une section Nos clients où là, tu as accès. Puis là, tu vois plein de logos de plein de compagnies. Mais tu sais, je te pose la question, Aurélie, si toi, tu es propriétaire d'une entreprise, puis que tu vois quelqu'un qui met ton logo sans que tu sois au courant, en disant, oui, oui, Aurélie, elle m'approuve, là, regarde, c'est ma cliente, mais que c'est pas vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu laisser ça aller? Non. Exactement. Je te garantis une chose, là, c'est qu'ils ont des gens, plus la compagnie est grosse puis est importante,
plus il y a des gens à l'intérieur de cette entreprise-là qui s'assurent que justement, ils scoutent, là, ils font vraiment ils scrutent là, dans le marché, dans les sites web, etc., pour voir où est-ce que leurs logos sont affichés pour être sûr qu'il n'y a pas justement ce genre d'utilisation fallacieuse là, d'un logo d'une autre compagnie. Donc, c'est ça, je vous garantis une chose, c'est que la plupart des compagnies sont soucieuses de leur image publique et il y a des documents généralement qui sont signés qui disent je t'autorise à faire ça. Ok. Ouais. Donc, Bon. je pense pas que Vitesse fait exception, hein. Non, c'est ça. Puis une dernière petite remarque parce que on a des fois des infirmières qui disent que que en fait on peut pas faire ça. Bah, t'as déjà répondu, mais tu sais, au final, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les compétences et les connaissances et des fois qui partagent de l'information qui est pas véridique et quelqu'un qui nous dirait ça, bah, clairement, c'est qu'il sait pas de quoi il parle parce que bah, tu l'as déjà, je pense, expliqué à travers les vidéos. Donc, Tac. Puis, si tu me crois pas, va à la pharmacie, va t'acheter un glucomètre. Tu vas voir. C'est facile. ouais. Tant que tu payes, il n'y a pas de problème. Ok. Bah écoute, un gros merci. Et puis, bah écoute, je te dis à très bientôt.